16 avril 2021. En manchette, Colombier aura sa voie de virage sur la 138. Les enseignants font la grève. 2 projets culturels en vue à Forestville. La municipalité de Colombier demandait depuis plus de 15 ans au ministère des Transports du Québec d'aménager une voie de virage sur la route 138 pour entrer de façon sécuritaire dans le secteur Sainte-Thérèse par la rue Sirois. Le projet fait partie des investissements routiers annoncés pour 2021-2023. Prêt à tout pour faire entendre sa voix, le conseil municipal avait même fait circuler une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale en mars 2018 par le député de René-Lévesque, Martin Ouellette. Donc, je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 287 pétitionnaires, désignation citoyens-citoyennes de la municipalité de Colombier. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que l'entrée du village de Colombier est très dangereuse pour les automobilistes, considérant que les véhicules ont la possibilité de dépasser en raison de la ligne pointillée, ce qui occasionne des problèmes à ceux qui veulent seulement indiquer qu'ils tournent à gauche pour entrer dans le village, considérant que les voitures derrière pensent qu'ils clignotent à gauche pour dépasser, ce qui n'est pas le cas. Lorsqu'un automobiliste met son clignotant à gauche, certains véhicules qui ne veulent pas attendre qu'il tourne dépassent par la droite sur le terrain de sable, considérant qu'il est maintenant rendu effrayant de rentrer à Colombier, considérant que les citoyens sont rendus habitués et se déplacent à droite sur le terrain de sable pour attendre que la file d'attente automobiliste soit terminée avant d'entrer, les touristes ou visiteurs qui ne sont pas au courant de la dangerosité de l'entrée se font prendre et risquent des accidents quand ils tentent d'entrer dans le village, considérant que c'est décourageant d'endurer cette situation année après année sans qu'aucun travaux ne soit réalisé, considérant que nous ne voulons pas attendre qu'un accident grave survienne ou qu'un automobiliste décède en raison de ce manque de sécurité routière, et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, sous-signés, voulons une entrée sécuritaire à Colombier pour le bien de tous les citoyens et visiteurs qui veulent entrer chez nous. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Pour la mairesse de Colombier, Marie-France Imbeau, il s'agit d'une excellente nouvelle, elle qui a travaillé très fort à l'avancement du dossier. Il s'agit de la première demande de ses concitoyens et elle affirme n'avoir jamais lâché prise. Le 7 avril en après-midi, elle a reçu la confirmation du député de René-Lévesque que le projet débuterait en 2021 avec l'élaboration des plans et devis. Une excellente nouvelle qui l'a réjouie puisqu'elle a réussi à mener à terme ce projet durant son premier mandat en tant que mairesse. C'est donc en 2022-2023 que les élus pourront voir leurs demandes réalisées. Le plan du MTQ prévoit la préparation du projet en 2021-2022. De plus, le pont au-dessus de la rivière Colombier sur la rue Père-Galant sera reconstruit d'ici l'an prochain, un projet estimé à entre 1 million de dollars et 5 millions de dollars. Toutes les municipalités de la Haute-Côte-Nord accueilleront des projets routiers pour la période 2021-2023, que ce soit pour l'asphaltage ou la réfection de ponceaux. À Forestville, on prévoit la restauration écologique de l'ancienne piste cyclable à la sortie ouest sur la route 138 pour moins de 1 million de dollars pour 2022-2023. À Portneuf-sur-Mer, la reconstruction de la route 138 dans le secteur de la rivière Portneuf et la réfection du pont au-dessus de la rivière Portneuf sont au tableau des réalisations. Les coûts sont évalués entre 1 million et 5 millions de dollars pour chacun des projets. À Longrive, la réfection de la chaussée de la rue principale se terminera en 2021-2022, tout comme la reconstruction de la côte Arsène-Gagnon au Bergeronne. Le gouvernement du Québec a annoncé le 7 avril des investissements de 662 millions de dollars pour plus d'une centaine de projets au cours des 2 prochaines années pour l'entretien et le maintien du réseau routier sur la Côte-Nord. Plus précisément, 120 millions de dollars seront investis pour l'entretien des chaussées, 94 millions pour l'entretien des structures sur le réseau routier, 431 millions pour assurer un réseau efficace et sécuritaire, 810 000 dollars pour maintenir en bon état les ponceaux et les structures situées sur la route blanche, et finalement 14 millions pour l'entretien des infrastructures aéroportuaires. Le personnel enseignant du Centre de services scolaires de l'Estuaire était en grève le 14 avril jusqu'à 9h30. Des lignes de piquetage étaient en place devant plusieurs établissements scolaires du territoire, dont à l'école Saint-Luc de Forestville.
Rappelons que les écoles primaires du secteur Est de la Haute-Côte-Nord ont fermé l'avant-midi, tandis que celles du secteur Ouest ont rouvert leurs portes à 9h30. Les établissements disposant d'un service de garde l'ont offert à compter de la fin de la grève, et ce gratuitement pour le reste de l'avant-midi. Quant au secondaire, au centre d'éducation des adultes et au centre de formation professionnelle de l'Estuaire, ils étaient accessibles à 9h30. Le passage des autobus a donc été retardé de manière à transporter les élèves du secondaire pour un début des cours après le débrayage des enseignants. Les élèves qui marchent pour se rendre à l'école étaient aussi attendus à 9h30. Cette grève s'est déroulée dans le cadre des négociations en cours pour différents groupes d'employés du secteur de l'éducation. Le président du syndicat de l'enseignement de la Haute-Côte-Nord CSQ, Rémi Thériault, rappelle que leur convention est échue depuis plus d'1 an et qu'ils attendent que le gouvernement donne un mandat aux équipes patronales aux tables de négociation pour réellement négocier et améliorer les conditions de travail. Le personnel enseignant réclame des améliorations significatives dans son quotidien, notamment par une meilleure composition des classes et des ajouts de services, un allègement de la tâche, de meilleurs salaires et moins de précarité. Selon M. Thériault, le but de cette grève de courte durée était d'avoir le moins d'impact possible sur les parents et les élèves. Il voulait aussi avoir le plus grand impact sur le volet administratif avec les gestionnaires et aussi sur le gouvernement pour les ramener à la table de négociation pour négocier correctement. Création d'une fresque murale sur la route 138 et atelier d'écriture et lecture sur la terrasse Harry-Québert, ce sont 2 projets culturels que la Ville de Forestville voudrait réaliser dans les prochains mois si ses demandes d'aide financière portent fruit. D'abord, la création d'une fresque murale s'intègre dans le projet Parcours d'art visuel qui vise à rehausser l'image de la ville par la mise en place de plusieurs œuvres visuelles variées. Celle-ci sera réalisée sur un mur extérieur de la bâtisse de Gagnon et Frères sur la route 138. Il y a un beau grand mur blanc chez Gagnon et Frères du côté de l'Econolodge, donc très visuel, très bien vu. Donc, une note de gaieté, un rappel à notre milieu. Je pense que ça va rendre très agréable, donc, ce coin de la ville. Le projet a un objectif de mobilisation et des groupes précis seront impliqués à chacune des phases et des œuvres. Il veut également la réappropriation du milieu par le milieu, le développement du sentiment d'appartenance et l'appropriation des arts. Différents programmes de financement sont possibles pour ce type de projet, tels que la politique de soutien aux projets structurants, l'embellissement du territoire par les arts et le programme de médiation culturelle, tous à la MRC de la Haute-Côte-Nord. Des sommes ont été prévues au budget municipal 2021. La Ville de Forestville a accueilli sur ses plages en 2017 une équipe de tournage hollywoodienne qui a permis la création de la série La vérité sur l'affaire Harry-Québert. Afin de souligner cet événement hors du commun, l'équipe municipale a installé un chapiteau sur la plage où se situait la maison nécessaire au tournage. Celui-ci se nomme la terrasse Harry-Québert. Dans le but d'utiliser l'infrastructure et de rappeler la venue d'Hollywood sur ses plages, Forestville souhaite mettre en place des ateliers d'écriture et de lecture à cet endroit. Le projet sera notamment déposé dans les 3 programmes d'aide financière de la MRC de la Haute-Côte-Nord mentionnés précédemment, et non exclusivement. La Ville de Forestville doit procéder à l'installation de 10 chambres de captation afin d'éliminer des problèmes récurrents d'accumulation d'eau dans différents secteurs. Pour ce faire, le conseil municipal a octroyé le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Produits BCM LT de Chicoutimi, pour un montant de 23 949 $ plus les taxes applicables. En raison des activités de baseball qui se déroulent pendant la période estivale au parc Charles-Lapointe, la Ville de Forestville a prévu l'aménagement d'une installation septique dans son budget annuel. 2 fournisseurs ont été sollicités pour effectuer le mandat, mais un seul a transmis une soumission, soit les excavations du lac pour un montant de 13 659 $ avant taxe. En séance ordinaire le 13 avril, le contrat a donc été octroyé à la compagnie foresvilloise. La salle Ginette B. Sirois, située au complexe Guy Ouellet, a été rénovée l'an dernier. La Ville de Forestville veut compléter son aménagement
en faisant l'acquisition d'un système audio ambiant et vidéo de présentation. Elle a reçu 2 soumissions pour ce projet, soit de sonorisation transmusicale pour 18 021 $ et de Solotech pour 22 594 $. Le conseil municipal a été sélectionné le plus bas soumissionnaire, soit sonorisation transmusicale. Avec ces nouveaux équipements, la Ville disposera d'une belle salle accueillante et facilitante pour les rencontres et réunions, selon la mairesse. La Ville de Forestville a reçu des offres d'achat de plusieurs propriétaires de la 10e avenue pour l'acquisition de parcelles de terrain situées à l'arrière de leur propriété, mais elles ont été rejetées par le conseil municipal. Quand on analyse le dossier, en tenant compte des projets de développement à court terme, d'ailleurs, de la boucle de la 11 et de la 12 et de créer une 11e avenue parce qu'il y a des demandes de terrain pour établir des résidences familiales à proximité des services. Donc, si on vendait des terrains aux propriétaires tels qu'on a reçu des offres d'achat, ça pourrait mettre en péril donc les projets qui sont en cours. La Ville a mandaté la firme WSP pour réaliser un plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'aqueduc et d'égouts, ainsi que les travaux de voirie devenant nécessaires. Après avoir pris connaissance du plan proposé et une rencontre avec la firme embauchée, le conseil municipal autorise WSP à transmettre le rapport au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Selon Mme Anctil, la Ville doit déposer son plan d'intervention pour par la suite obtenir un accord et les autorisations du ministère pour pouvoir, dans le cadre de ce plan qui priorise les travaux, présenter des demandes d'aide financière qui permettront de réaliser ces changements. La Ville de Forestville a dû lancer un 2e appel d'offres le 16 février dernier pour l'étude géotechnique et environnementale et le contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet de réfection majeure du quai phase 1. 3 firmes de laboratoire ont déposé des soumissions, mais 2 n'ont pas obtenu la note de passage. Le comité de sélection a donc choisi d'octroyer les mandats à la firme Englobe, seul soumissionnaire conforme. Toutefois, le conseil municipal a dû discuter des méthodes de travail proposées qui doublaient le prix estimé à 226 000 $. Après discussion, l'entreprise a accepté de procéder en porte-à-faux au lieu de sur des barges, ce qui a changé le coût des travaux de façon importante, a tenu à souligner la mairesse Micheline Anctil. Une somme de 234 000 $, taxes incluses, sera finalement nécessaire pour cette partie du projet. Depuis le 14 avril, la Côte-Nord est revenue au palier d'alerte orange afin de freiner la propagation de la COVID-19 sur son territoire. Le premier ministre François Legault a confirmé la nouvelle en conférence de presse en début d'après-midi mardi dernier. L'importante remontée du nombre de personnes infectées dans la région explique son retour rapide de la zone jaune à la zone orange. Par le fait même, les privilèges consentis à la Côte-Nord depuis le 26 mars ont disparu. Il faudra notamment oublier les rassemblements intérieurs permis pour 2 familles et les déplacements à n'importe quelle heure de la soirée et de la nuit. Les citoyens au palier d'alerte orange sont tenus de respecter un couvre-feu de 21h30 à 5h. Aussi, l'interdiction des déplacements non essentiels de personnes en provenance d'autres régions en zone rouge et orange vers la Côte-Nord est maintenue, a confirmé le 6 de la Côte-Nord. Rappelons que depuis le début du mois d'avril, 50 personnes ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19. Les MRC de Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord sont particulièrement éprouvés. 19 cas sont toujours actifs en Haute-Côte-Nord, soit 50 % du total. Les autorités régionales de la santé publique pointent toujours les 3 mêmes causes à cette flambée. Les déplacements non essentiels des gens de zone orange et rouge vers la Côte-Nord, les déplacements non essentiels des nord-côtiers vers des zones oranges et rouges et les rassemblements privés intérieurs. Ajoutons à cela l'arrivée du variant britannique de la COVID-19 à quelques jours de Pâques, ce qui a fait très mal. Encore cette semaine, le médecin conseil à la santé publique de la Côte-Nord, le Dr Richard Fachéoun, rappelait le haut degré de contagion de ce variant. Il est de 1,7 fois plus transmissible que le virus de base. Toutefois, une bonne nouvelle a été annoncée du côté de la vaccination.
Elle passe à un autre niveau. Ce n'est pas un nouveau groupe d'âge qui est ciblé, mais les adultes qui travaillent dans des milieux à risque élevé d'éclosion. Ils peuvent, depuis le 14 avril, prendre rendez-vous pour recevoir leur vaccin contre la COVID-19. Voici les travailleurs visés: le personnel des écoles primaires et secondaires, le personnel des milieux de garde pour enfants, le personnel de la sécurité publique, pompiers, policiers et centres de détention, les travailleurs étrangers temporaires du milieu agricole, le personnel des abattoirs, le personnel de secteur minier en région éloignée, les travailleurs des organismes communautaires soutenus par le programme de soutien aux organismes communautaires. Pour la majorité de ces travailleurs, il faudra s'inscrire dans une section spécifique du portail. Des mécanismes de contrôle de l'admissibilité à la vaccination seront mis en place à l'entrée des sites de vaccination et une preuve d'emploi sera d'ailleurs demandée. Le projet de réfection de la centrale hydroélectrique Berzemis 2 est sur la bonne voie. La semaine dernière, Hydro-Québec confirmait l'attribution du contrat de 45 millions de dollars au consortium ATA formé d'Alcoa TMI, Transelec Commun et Arnaud Électrique. L'entrepreneur effectuera dès l'été 2021 des travaux d'ingénierie, de fabrication ainsi que sur le pont roulant. Les travaux aux vannes seront amorcés en 2022. Selon Sandra Chiasson, conseillère affaires régionales, relations avec le milieu chez Hydro-Québec, ce contrat est complémentaire à celui octroyé antérieurement à GE pour le remplacement de 5 vannes de garde de la centrale. Il consiste en des travaux préparatoires associés au remplacement des robinets de garde et du remplacement des systèmes auxiliaires et de commande de la centrale. Le chantier s'étalera sur un échéancier de 5 ans, soit jusqu'en 2026. À la pointe des travaux, de mai à juillet, une moyenne de 70 personnes sera requise pour l'ensemble des travaux à la centrale et ces travailleurs devraient être logés dans la MRC de la Haute-Côte-Nord. Hydro-Québec effectue différentes investigations et travaux à l'aménagement de Berzemis 2, construite dans les années 1950, afin d'assurer la pérennité de ses composantes. Des investigations et études sont actuellement menées afin d'obtenir un portrait complet de l'état des ouvrages, mais aussi pour raffiner la connaissance de la société d'État du milieu environnant de la centrale. À la météo, une alternance de soleil et de nuages était présente en ce vendredi 16 avril. Malgré le vent, on pouvait ressentir un maximum de 5 degrés. Pour demain, Environnement Canada prévoit un ciel nuageux avec un maximum de 4 degrés. Même chose pour dimanche, mais avec 1 degré supplémentaire. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine pour un nouveau bulletin d'information.